Bonjour et bienvenue. Je suis aujourd'hui avec Reda Nafa et Caroline Koch de Ledger. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, tout à fait. Donc oui, je suis Caroline et je gère la communication interne et la culture d'entreprise chez Ledger. Je suis arrivée en 2021 avec Reda Au même temps. oui, au même jour. Et avant, j'ai toujours travaillé pour des grandes entreprises, mais j'étais séduite par l'opportunité de vraiment construire quelque chose de zéro chez Ledger. Quand je suis arrivée, il y avait plein de choses, mais pas tout à fait structurées, etc. Donc, c'est vraiment une opportunité de mettre en place un système de communication interne, d'engagement collaborateur de A à Z. Et Reda, pour toi? Moi, je suis le Head of Workplace et Real Estate. J'ai rejoint Ledger pareil en 2021, après un parcours un peu plus comme Caroline sur des grands groupes, des firmes de l'immobilier ou des clients, des groupes de la tech. Le fait de franchir le pas et de passer chez Ledger, c'était pour plein de raisons. Mais c'était déjà une start-up avec une mission forte qui m'attirait beaucoup. Les gens et les talents chez Ledger et l'entreprise et le leadership que j'ai rencontré à travers le processus était extraordinaire. Donc, il y a eu vraiment un fit incroyable. Et aussi parce qu'il y avait tout à faire. L'entreprise avait une croissance forte, voulait faire plein de choses incroyables, avait besoin d'une stratégie, avait besoin d'une expertise, avait besoin de plein de choses. Et c'était intéressant de pouvoir dire, OK, je vais pouvoir amener toute cette expérience et cette palette de choses faites dans le passé, la mettre en œuvre et apporter vraiment quelque chose à l'entreprise en disant, voilà, il faut faire ça. Et ce qui était à la fois challengeant et aussi très intéressant, et un petit peu des fois flippant, c'est de se dire, OK, à l'inverse de grands groupes où il y a toujours toute une organisation, donc au début on commence tout seul et on crée son équipe, etc. Et surtout on est en quelque sorte embauché en tant que le spécialiste de la chose. Donc il n'y a personne vers lequel on peut se retourner pour dire on fait quoi. C'est justement à toi de dire ce qu'on va faire. Et bien entendu c'est assez collaboratif, etc. Mais il y a à un moment donné un positionnement de prise de décision et de se dire on va faire comme ça parce que avec ce que j'ai vu du business, c'est ce qu'il faudrait faire. Et on peut se gourer, on peut se tromper, et on ajuste, mais on voit tout de suite le résultat de sa stratégie. Donc c'est très stimulant. Très Donc, on stimulant. voit déjà un peu la culture du start-up. Oui. Il y a de l'entrepreneur aussi, en quelque sorte. Mais une question qui n'a rien à voir. Donc, quand vous êtes rentré dans l'entreprise, vous savez ce qu'elle fait? Vous avez compris ce qu'elle fait? Alors, C'est une bonne question. moi, Oui. j'avais, on parle de 2021, c'est pas il y a très longtemps. Tout le monde à l'époque, enfin, moi, j'avais entendu parler des cryptos, de la blockchain, etc., tout ça. Mais il fallait que je deep dive sur la recherche pour savoir qui était Ledger, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et tu découvres tout un univers de knowledge, de savoir qui est pas du tout à ta portée, qui a l'air très compliqué. Et tu commences à te dire, OK, ça marche comme ça, etc. Maintenant, c'est incroyable. La mission, c'est de pouvoir faire telle ou telle chose, donner la liberté aux gens. Il y a plein de choses, je pense qu'on discutera. Mais connaissais pas vraiment. Du coup, il fallait faire ses devoirs et préparer, faire de la recherche. Et plus on avançait, en tout cas de mon côté, plus c'était intéressant. Se dire, ah mais c'est incroyable, mais en fait c'est la révolution, mais en fait c'est une techno nouvelle. Et après, une fois qu'on rentre dedans, on découvre des personnes passionnées, des spécialistes dans leur domaine, sans qu'il y ait pour autant d'école, aujourd'hui encore, enfin là où ça se fait, ça se met en place, qui te forme à être un dev ou un web ingénieur sur le Web3, la blockchain, etc. Donc ça s'organise carrément et très vite maintenant. Mais ouais, j'avais pas ce... Et aujourd'hui, dans le cocktail party, ou quand tu vas voir tes parents, tu sais expliquer? C'est facile aujourd'hui? Enfin, oui et non. Hein. Il y a une partie qui n'est pas très claire parce que c'est pas visible. Hein. On peut pas le voir. On peut pas voir la blockchain avec nos yeux. Mais moi, c'est vrai que moi, j'avais fait une deep dive sur la Ledger Academy avant. Mais oui. Hein. Mais c'est marrant parce que c'est souvent le truc quand on commence dans l'entreprise, et c'est quelque chose que notre CEO fait souvent quand il va dans des conférences, il demande, que ce soit, on est beaucoup à l'international, les US sont notre premier marché, il va toujours dire, OK, who owns crypto in the room? Donc,
quand on va à un dîner ou un truc comme ça avec des amis, on dit, OK, qui a déjà entendu parler? OK, qui possède? OK, qui a un anneau ou un ledger? Et quelques 2 ans peut-être en arrière ou autre, ben, on avait peut-être personne dans la salle qui disait, oui, bon, j'ai entendu parler, machin. Qui a déjà acheté? Qui a fait? On voit de plus en plus de gens qui soit possèdent des cryptos maintenant aujourd'hui ou qui ont des NFT. Parce que c'est un petit peu le truc un peu plus démocratique, un peu plus sympa, ludique, qui permet de toucher à de l'art digital, etc. Donc on voit un peu plus notre cercle immédiat avoir plus de connaissances, être curieux, un peu crypto-curieux, comme on dit. Mais ça avance gentiment, mais ça avance vers la... Bah, c'est ce qu'on essaye de faire à travers l'éducation et tout, vers le grand public. Le grand public, ouais. Et donc, comment on peut... C'est quoi la mission? La mission est simple, c'est de sécuriser votre vie numérique. Des actifs digitaux, la crypto, des NFT, et dans l'avenir, autre chose. Enfin, les possibilités sont sans limite avec la blockchain. L'idée, ouais, je pense qu'il y a des cas d'usage ou des use cases qu'on appelle qui sont aujourd'hui la crypto, qui sont, on va dire, des assets ou des actifs digitaux. Mais dans le futur, c'est cette technologie de sécurité, celle de Ledger et celle de la blockchain, et cette puissance peut être mise en œuvre dans des cas comme la protection de tes données de santé ou de tes données biométriques ou autres, avec toujours cette approche de dire on te donne la possibilité de être le keeper, en quelque sorte, ou le gardien de tes propres données, sans les partager avec ce qu'on appelle un tiers de confiance. En se disant, voilà, tu peux faire ça tout seul, et on t'apporte la meilleure solution de sécurité qui existe pour que tu puisses le faire tout seul. Donc, les possibilités, je pense, dans le futur, sont multiples de pouvoir être un protecteur de la vie digitale des gens. C'est quoi la culture? C'est quoi les gens qui travaillent donc, dans cet univers qui est nouveau chez Ledger? Moi, je dis toujours qu'on a un sens très fort de l'objectif chez Ledger, la mission d'abord, et on a aussi une culture d'apprentissage. On crée des choses que personne n'a fait, que personne n'a créé. On est vraiment dans des eaux inconnues, et donc on est toujours en train de construire, créer quelque chose qui n'existait pas. Donc il y a une forte culture d'apprentissage. Après c'est un peu l'ADN startup, donc il faut être volontaire. On a aussi des valeurs qui sont très fortes, et parmi lesquelles on retrouve l'audace. De partir sur quelque chose d'audacieux, d'être en dehors des sentiers battus, de bousculer et d'aller challenger, etc. Et c'est vrai que souvent notre CEO en public dit jusqu'à ce jour, la dernière fois c'était à Ledger Open en décembre, au lancement de Stacks, notre nouveau produit, en disant on n'a toujours pas été hacké. Et donc c'est presque des fois pas une provocation, mais de dire... c'est carrément une invitation. Venez, essayez. Donc, il y a cette partie-là, mais il y a la techno, il y a l'envie de révolutionner, l'envie de mettre entre les mains des gens une solution de sécurité et de techno simple utilisation et aller toucher le plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est effectivement très niche, c'est très orienté vers des gens qui savent ce qu'ils font, parce que ça nécessite quand même un peu de recherche, un peu d'intérêt, pour aller passer des heures sur du contenu et trouver du contenu de qualité et du contenu correct qui ne dit pas aux gens n'importe quoi. C'est pour ça que Ledger investit beaucoup sur l'éducation. Ledger Academy, des vidéos, du contenu. C'est quoi la Ledger Academy? Ledger Academy, c'est un condensé d'informations, de contenu, mais qui est fait par des experts dans leur domaine et qui peut être, trust par les gens. Vraiment d'expliquer de la façon la plus simple possible comment utiliser la techno, comment utiliser un ledger, franchir le pas, qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir, pourquoi les codes sont importants, pourquoi la seed phrase est importante, c'est quoi la blockchain, etc. Ça commence forcément par ça, de se dire on s'intéresse à la chose, on est curieux, et l'idée c'est d'accompagner les gens petit à petit. Et là, c'est des collaborateurs qui font ça pour les collaborateurs ou pour votre communauté, pour les clients? Pour notre communauté. Les deux. Pour les deux, oui, mais pour la communauté, c'est vraiment
le safety, le bien-être de tout le monde, parce que là, l'espace grandit et les gens se font hacker plus régulièrement. Les gens partagent leur private key, leur seed phrase, etc. Et puis voilà, il se fait hacker. Et c'est très simple, on dit toujours la même chose, ne partage pas vos private keys, etc. C'est écrit sur notre site parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui font en sorte qu'ils sont ledger, ils envoient des mails, des phishing en disant envoyez-nous vos private keys, on va t'aider, etc. Et puis voilà, donc c'est ce genre de choses qui sont simples, mais il faut le dire 1000 fois. Mais c'est vraiment... c'est un domaine, on entend aussi pas mal parler des choses qui peuvent arriver un peu partout, le hacking dans des emails, mais aussi des vols de Bitcoin ou autres potentiellement. Donc c'est finalement un rôle très important pour que tout cet écosystème puisse prospérer, fonctionner, qu'il y a quelqu'un qui peut le sécuriser. C'est ça, mais c'est le rôle aussi de Ledger de démocratiser. C'est vraiment de disperser ce savoir, de l'étendre au maximum pour que de plus en plus de gens soient avertis et puissent savoir déjà ce que la technologie peut faire pour eux, et puis quand ils y mettent les pieds, de savoir comment l'utiliser de la bonne façon pour ne pas se faire leurrer, tromper et utiliser, détourner que ce soit de l'argent aujourd'hui ou des œuvres d'art, mais dans le futur, des données d'identité, des choses qui peuvent vraiment nuire, impacter la vie privée, etc. Donc c'est vraiment très important de pouvoir éduquer les gens et leur expliquer comment ça se passe. C'est pour ça que Ledger investit beaucoup là-dessus à travers du contenu qui est fait par nos experts, qui est vers la communauté, mais on est aussi très présent sur tous les réseaux pour répondre, éduquer, pour expliquer, etc. etc. Et ça va de notre équipe CS à notre CTO, à notre CEO. Chaque personne chez Ledger est un ambassadeur pour pouvoir un dîner de famille expliquer, essayer d'expliquer le plus simplement possible. Si tu n'arrives pas à l'expliquer simplement, c'est que tu ne le maîtrises pas vraiment. Et du coup, expliquer ça à sa grand-mère ou à une personne qui n'est pas de cette génération, il faut pouvoir trouver les bons mots et se dire voilà comment ça marche, faire des comparaisons ou des métaphores pour que ça puisse être le plus simple possible. Et donc, comment vous faites en termes de onboarding, par exemple, quand vous intégrez de nouveaux collaborateurs qui viennent des univers différents? C'est le sujet favori de Caroline. Alors, comment vous faites? Oui. Donc, on a... Il faut passer un diplôme? Pas encore, mais ça serait l'idée. Et puis après, on a un petit NFT pour prouver qu'on a bien compris, fait tous les cours, etc. Mais il y a plein de choses, la ligue, tout ce qui a été fait sur le programme pour les Oui. Pour L'onboarding, il y a 1 an et demi par rapport à maintenant, rien à voir. Effectivement, on a créé un League of Ledgers, notre programme de onboarding. Et donc, le premier jour, les gens arrivent, il y a le setup de l'ordinateur et tout ça. Et vite, après, pendant leur première semaine, ils rencontrent différentes équipes pour expliquer comment l'équipe fonctionne, comment ça fonctionne le blockchain, comment fonctionne notre donjon, qui est notre tech lab, comment fonctionne Ledger Enterprise, etc. Donc, il y a plein de sujets. Il n'y a pas d'examen encore. Oui, il n'y a pas d'examen encore, mais il y a aussi... le passage au Plex, à Vierzon. Oui, on fait toujours une visite dans notre usine à Vierzon, qui est incroyable. C'est là où vous produisez les... Exactement. Une partie, enfin, c'est là où tout a commencé, mais c'est là où effectivement on produit. On a une usine dans le Cher et on a plusieurs salariés sur place. Et effectivement, ça fait partie du programme d'onboarding que Caroline expliquait, où c'est bien d'aller voir comment ça se passe, d'aller voir comment ça se... Il y a même eu des ateliers où les nouveaux salariés fabriquent leur nano ou leur peu importe le device directement et comprennent comment ça se fait, etc. Alors, il y a des processus, effectivement, il faut être habillé, des trucs antistatiques, tout ça, machin. Mais c'est ultra intéressant d'être en immersion de comment est fabriqué le hardware, quoi. Donc, ça, c'est super cool de le faire dans cette espèce de journée d'onboarding, quoi. Oui, mais c'est quelque chose aussi qui est tangible dans une entreprise où on ne voit pas les choses, mais on arrive à l'usine, on s'habille, on rentre et on voit les différentes parties du Ledger Nano et ça concrétise ce qu'on fait.
Et donc, ça dure combien de temps, le onboarding? Donc, ça dure, on dirait que c'est 3-4 mois pour vraiment être intégré et comprendre comment ça fonctionne l'entreprise, que je trouve assez rapide. Normalement, dans des grands groupes, ça peut prendre un an. Donc, je trouve qu'on est efficace. Mais le premier mois, c'est vraiment prendre ses marques, rencontrer des gens. Deuxième mois, OK, on dit qu'on est capable de commencer à produire des choses, à vraiment travailler sur les objectifs, la mission, etc. Donc voilà, je dirais que ça prend 3-4 mois. Ouais. Et après, c'est une atmosphère, enfin un esprit startup, donc tout va vite. Ça va vite. C'est pour ça que des fois, enfin, les équipes qui sont en charge de ça essaient de quand même garder un équilibre parce qu'ils font des rendez-vous de suivi avec les nouveaux arrivants pour voir comment ça se passe, etc. Alors ta première journée, alors ta première semaine, ainsi de suite. Mais parce que de l'autre côté, ils sont tout de suite mis dans le bain avec leurs équipes, avec toutes les interactions et ils sont dans le rythme de croisière de l'entreprise. Du coup, ça va très vite. Et ils doivent quand même trouver un petit peu le temps de continuer leur programme d'onboarding, de faire le suivi, c'est pas assister aux cours, mais on a eu des interventions dans les espèces d'amphithéâtres où on a le Chief Experience Officer qui vient nous parler, expliquer ce qu'ils font, etc. Donc c'est très intéressant et ça permet à la fois d'être dans le bain, d'avoir de la pratique tout de suite et à la fois de la théorie, de l'historique, de pourquoi est-ce que c'est tangible, pourquoi est-ce qu'on arrive à faire cette sécurité avec un élément, un secure element comme ça et tu le touches et pourquoi est-ce que c'est unique comme solution, quoi. Aujourd'hui, vous êtes 700 et vous avez des bureaux un peu partout. C'est ça, en France, donc à Paris. On a plusieurs bureaux à Paris qu'on va, on en reparlera, consolider dans un nouveau siège. Dans le Cher, où se trouve notre usine, à Vierzon. Et puis, on a Montpellier, Grenoble, on a la Suisse, Genève, Zurich, Londres, Portland, New York et Singapour. Donc, on suit ce que je disais tout à l'heure, les US, c'est notre plus grand marché. Et bien entendu, on se positionne ou on ouvre des bureaux là où il y a besoin en fonction des talents, en fonction du business, etc. Donc, il y a toute une stratégie derrière tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, on est essentiellement implanté dans ces zones-là, quoi. Et donc, à Paris, donc, tu viens de le dire, il y a un projet. Oui. Exact, un projet incroyable. Alors, c'est un projet sur lequel on n'a pas encore beaucoup communiqué. Caroline travaille dessus avec les équipes pour qu'on puisse un petit peu sortir des infos en extérieur sur ce que ça va être. On a déjà communiqué qu'on s'installera en 2024 dans un nouveau siège mondial de Ledger qui sera dans le Marais, Cœur Marais, un 7500 m², où on va réunir un petit peu toutes nos équipes consolidées en un seul endroit. Un endroit qu'on pense déjà iconique par l'immeuble que c'est, un ancien central téléphonique, un immeuble très technique, protégé, etc. Donc, complique encore plus le travail de mon équipe. Et qu'on veut très tourner vers les gens, vers l'humain, vers la nature et la lumière, et aussi très axé sur la technologie pour qu'elle puisse justement être au service des gens et créer la meilleure expérience possible. Donc après, c'est un sujet passionnant, je peux en parler des heures. Mais voilà, effectivement, il y a un projet pour début 2024, on va dire. Et tu peux partager un peu, il y a quoi? Il y a un gym, il y a une rooftop, il y a quoi? Oui, je peux partager 2-3 trucs sans trop dire parce qu'on a gardé des surprises pour les Ledger, parce qu'ils ne savent pas tout. On a aussi des choses qu'on va peut-être pas communiquer à l'extérieur, on garde un peu de surprise. Mais oui, c'est un très grand immeuble technique avec beaucoup d'auteurs sous plafond, beaucoup de lumière, un rooftop de 360, très agréable. Et puis bien entendu, on met en place les bases ou les standards des entreprises aujourd'hui ou de la tech, parce que bien entendu, comme tout le monde, on veut attirer nos salariés au bureau, mais on veut aussi attirer des talents vers notre entreprise. Et donc, on a bien entendu tous les services et les expériences, un yoga studio, un gym, une salle de musique, une salle de sieste, enfin voilà, tout ce dont on a besoin, un café, un barista, enfin toutes les choses qui sont aujourd'hui classiques. Mais l'idée, c'est de créer l'écrin dans lequel on va mettre tout ça, mais de venir y construire une communauté
une succession d'expériences, des événements, des activités, des choses qui font que les gens viennent au bureau pour les gens, pour la communauté, pour l'échange, pour l'expérience. Et bien entendu, l'amplificateur de tout ça, c'est l'immeuble, c'est le bureau, c'est ce qu'on va y faire, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de booster notre culture, l'enthousiasme que crée Ledger, cette fusion qu'il y a entre les gens autour de la mission qui nous réunit, et de l'amplifier avec un nouvel asset, avec un siège iconique qui va démontrer un peu notre audace, bien entendu, qui va servir de point central pour la tech française, Ledger étant une société française et une des licornes avant toute chose, même si on est très international, et aussi servir à attirer les talents, aider à développer justement tout cet écosystème, à éduquer les gens sur cette nouvelle technologie pour être un peu plus mass market, etc. Donc, super projet, très prenant. Ça fait presque 2 ans qu'on travaille dessus. C'est une grosse restructuration. Et c'est pour quand? C'est pour, je dirais, autour de Q1 2024. Pour pas prudent. Voilà. toujours. Tu sais comment c'est. Mais il y a une deadline, quelque part. Voilà, il y a toujours une deadline. Il y a toujours des plannings qui se compressent, tu sais ce que c'est. Mais oui, c'est un chouette projet, vraiment un asset autant iconique que challengeant, qui a été acheté par Ardian, qui est notre propriétaire, et sur lequel, effectivement, on a pris à bail pendant quelques années, et qui est un projet vraiment passionnant. Et ce que j'entends, c'est que, en fait, il y a un actif ou un ensemble, un immobilier qui devient, en quelque sorte, un élément stratégique pour le développement de la boîte, de la culture, pour chercher des talents, etc., ce qui n'était pas toujours le cas. Oui. Et donc ça a beaucoup changé. Et tu disais aussi que on veut attirer des gens. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises sont confrontées à un nouveau mode de travail, un challenge en quelque sorte aussi, qui est le travail hybride. Comment est-ce qu'on gère en fait, les flux, comment on gère qui vient quand au bureau, combien de temps. Donc, c'est des challenges qui sont logistiques, mais c'est aussi une question de culture d'entreprise parce que quand on vient plus, on a moins d'échanges, moins d'échanges physiques. Oui. On peut l'avoir à travers des vidéoconférences, mais ça, c'est limite aussi. Mais c'est pas la même chose. Voilà. Quelle est la politique ou quelle est la pratique aujourd'hui chez vous? Déjà, je pense que l'aspect de se dire qu'on a un immeuble où on veut rassembler les gens, parce que c'est l'un des meilleurs moyens de vivre la culture de l'entreprise. Et, pour nos rôles respectifs, Caroline et moi travaillons beaucoup ensemble, parce que cette culture d'entreprise sur laquelle elle travaille, sur laquelle elle éduque nos salariés, la communication qui est faite là-dessus, elle se passe au bureau. Elle se passe aussi à travers les échanges, les vidéoconférences, tout ça, mais elle est essentiellement quand les gens se rencontrent et partagent des choses. Donc c'est important pour nous d'avoir un endroit où on rassemble les gens pour que des choses incroyables puissent se produire. On reste une boîte qui fait avant tout du hardware, même ce qui diversifie effectivement ses services et ses produits, mais c'est important pour que ces gens-là se réunissent autour de problématiques et des idées, et ainsi de suite. Et bien entendu, il y a toute la politique d'accompagnement pour essayer de trouver la parfaite combinaison pour convenir à tout le monde, aux différentes typologies de travailleurs, attirer les gens mais pas les forcer, donner la possibilité de travailler où on veut, avoir un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, avoir cette liberté, cette flexibilité que la culture accompagne. C'est-à-dire, tu peux travailler où tu veux, ou bien il y a les fameux 3 jours à la maison, 2 jours au bureau. Maintenant, ça est en train de shifter un petit peu. Aujourd'hui, c'est ça 3 jours au bureau. Aujourd'hui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, on a commencé sur, 3 jours à la maison, 2 jours au bureau, en étant flexible, etc. Et là, on a pu constater, c'est quelque chose qui est qui se généralise un peu, qu'on est en train de shifter vers un retour au bureau beaucoup plus important. Et on est en train de se dire, c'est plutôt 3 jours au bureau maintenant et 2 jours à la maison. Et
tout le monde à peu près a les mêmes problématiques de se dire, ok, mardi, mercredi, jeudi, tout le monde est au bureau parce que il y a des activités, il y a des choses, il y a des petits déjeuners, il y a des apéros, ainsi de suite. Et puis lundi et vendredi, tout le monde a à peu près la même problématique pour l'instant. C'est un peu le bureau est vide. Voilà, plus vide. Donc tout le monde se pose la question. On se concerte aussi entre différents workplaces de différentes boîtes de la tech et autres. On se dit, ok, comment on fait pour les lundis, comment on fait pour les vendredis, comment on fait pour optimiser, comment on fait pour le lissage, comment on fait pour un certain nombre de choses. Mais il n'y a pas de recette magique. On s'est beaucoup penché sur ce sujet pour le futur siège, en disant comment on peut offrir cette liberté. Mais à un moment donné aussi, tu as besoin d'organiser les choses. Tu as un certain nombre de postes. On travaille sur un raisonnement qui est vraiment des work settings aujourd'hui, parce qu'on croit fondamentalement que on n'a pas besoin d'être assis à sa workstation pour pouvoir travailler. On peut travailler dans un coin comme ça, sur un étage baigné de lumière, dans un rooftop, dans le coin café à côté. Et on peut très bien organiser sa journée comme ça, en se disant je passe au bureau, je prends un café en bas, j'ai un one-to-one, par la suite je fais 2-3 meetings, et j'ai pas besoin de réserver de desk à la limite, ou bien je réserve une phone box ou un salon, quelque chose comme ça. Donc le principe, c'est que tout le bureau est un espace de travail ou un espace d'expérience collaborative ou de travail individuel. Et on raisonne plus en work settings et on veut accompagner nos salariés pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de réserver un bureau, poser sa veste dessus et filer toute la journée en back-to-back en réunion et bloquer un bureau pour rien. Donc, il y a aussi beaucoup de change à faire là-dessus, mais on est à l'écoute. C'est quoi, justement, pour rentrer là un peu plus dans le détail, la population en termes de métier, c'est beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de développeurs, ou il y a quoi on a beaucoup comme toutes les boîtes de la tech comme ça, on a beaucoup d'Inde, je pense. On est largement tech. On est une société tech. 50% peut-être là-dessus, clairement. Et puis on a des équipes de support, des fonctions de support, comme Rada et moi-même. Ouais. Et en tech, souvent, ce qu'on entend, c'est là où la demande peut être forte aussi de travailler à distance. On n'a pas forcément besoin d'être au bureau, on va dire, si on dit simplement pour écrire des lignes de code. Mais bon, quand tu dis settings, donc vous allez créer donc des espaces pour pouvoir coder d'un côté, mais j'imagine aussi peut-être plus pour échange, des réunions des différents types. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas obligé, mais c'est la base de pouvoir s'adapter aux typologies de travail. Donc, on a des devs, des inges, on a aussi des designers, des créatifs, du marketing. Oui, l'équipe communication. La communication, etc. Donc, il y a différents supports. Donc, on a articulé un petit peu pour donner un peu plus d'infos sur l'approche sur le futur siège, des typologies de travailleurs, en disant on a des étages dev et inge qui ont un certain setup au niveau des workstations, au niveau de la techno des écrans, de l'ergonomie, c'est-à-dire un ingé ou même pas un designer, peu importe, a besoin de pouvoir avoir 2 ou 3 écrans, de pouvoir les tourner dans tous les sens, de travailler avec un écran vertical et l'autre horizontal, de pouvoir faire un peu ce qu'il veut. Il y a bien entendu toute la technologie, l'IT, le Wi-Fi, les trucs, le travail sans fil ou autre. Bref, l'idée, c'est d'organiser tout ça en fonction de la nature du travail des gens, de leur collaboration et de leur donner les espaces qui vont bien. Des espaces individuels pour pouvoir coder, faire ce qu'ils veulent, etc. Des squad rooms pour pouvoir travailler en équipe sur une problématique. Un endroit pour faire des hackathons et pouvoir coder toute la nuit sur des problématiques diverses et variées. Des endroits pour des créas. Donc, on a shapé un peu la chose chez nous avec des étages qui sont typés dev ou inge, mais qui peuvent accueillir n'importe qui. Des étages plus typés créa sur la taille, la forme des bureaux, leur position, haute ou basse, alors la flexibilité qui est devenue un standard de travailler assis ou debout, etc., bien entendu. Mais on a vraiment travaillé sur une façon d'aborder l'espace en fonction de ces typologies. Et bien entendu, des espaces où on peut s'isoler, il reste toujours les choses classiques à fournir à une organisation comme un coin pour que les conversations privées ou confidentielles de RH puissent tenir lieu, du legal, des choses comme ça. Donc,
on aura toujours ces fonctions-là, on travaille pour leur donner ce dont ils ont besoin, mais tout ça s'articule dans un environnement qui permet à tout ce beau monde de travailler ensemble. C'est pas évident, parce qu'il y a des spécificités, mais c'est ce qu'on est en train de faire. J'ajouterais aussi qu'on aurait aussi des espaces pour s'amuser. Parce que ça aussi, c'est important au bureau. Des espaces pour organiser des événements. Parce que les gens, comme on disait, on travaille différemment. Les gens ne vont pas venir pour s'asseoir au leur bureau, mais ils vont venir pour un événement, pour un after-work sur le rooftop. Donc, c'est aussi c'est très important qu'on ait des espaces pour s'amuser, pour papoter, pour... Une expérience différente, quoi. Moi, je dis toujours, en fait, c'est des expériences, c'est des interactions qu'on a hors du travail que renforce notre travail ensemble. Quand on échange autour d'un verre dans un after-work, quand on est sur un deadline, quand on est en mode crise, on travaille mieux parce qu'on se connaît. Donc, c'est très, très important, ces moments, et d'avoir des espaces pour se détendre, pour parler, papoter. Clairement. Et ça, on n'a pas... au 106, on aura ça, mais en ce moment, c'est un peu tight. OK. Et donc, c'est des liens humains qu'on crée en physique et pas derrière un desk. Donc, souvent, c'est plus devant la machine à café à l'époque. Aujourd'hui, on a des meilleures expériences pour faire ça, mais c'est là où on crée des liens qui renforcent la culture, qui renforcent aussi la collaboration, ce que l'on cherche dans une entreprise finalement. Et donc, ça, ce que nous voyons, c'est un shift qui est en train de se faire de paradigme où en fait on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps au bureau. Ça, c'est toujours le cas. Mais pour faire venir des gens, en fait, il faut les séduire en quelque chose. On ne peut pas juste les forcer. C'est exactement ça, c'est les séduire. De la même façon qu'on les séduit pour venir dans l'entreprise, parce que tout le monde un petit peu s'arrache les talents, quels qu'ils soient, dev, tech, non-tech, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de les séduire, de se dire « Hey, il y a ça au bureau et ça peut être très cool ». Dans le sens d'expérience, dans le sens d'échange humain, parce que c'est ça qui a manqué pendant un moment. Mais clairement, tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc., ça a transformé fondamentalement toutes les choses. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle façon de voir les choses pour donner la liberté aux gens, pour leur donner les in-power avec une infrastructure, de la techno et un endroit très sympa. Et après, on vient y mettre ce cocktail de activité, collaboration, culture d'entreprise pour qu'ils puissent justement être séduits et venir parce qu'ils se disent... moi, le truc que j'ai toujours adoré faire dans les projets d'avant, les immeubles qu'on a pu créer, etc., c'est que ce soit au niveau de l'espace ou au niveau du service, c'est de dire toujours à mes équipes, moi j'ai envie que quand la personne elle vient, quand on était à l'époque chez Google ou d'autres, etc., de se dire, j'avais un rendez-vous chez cet après-midi, c'est incroyable, je suis arrivé, il s'est passé ça, l'endroit est magnifique, il y a telle ou telle chose. Presque la personne, elle a envie de quitter sa boîte et de venir bosser. C'est pas le premier critère de recrutement, mais ça peut être le détail qui fait la différence quand on est entre 2-3 propositions. On dit c'est quand même sympa. Exactement. D'aller là-bas chaque jour ou souvent, ça crée quelque chose. Et nous, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir rivaliser avec... parce que nous, on est venus pour une chose précise, la mission, etc. Mais c'est clair qu'un talent ne va pas choisir entre une boîte ou une autre parce qu'elle a un meilleur building ou parce qu'elle a une meilleure offre. Clairement, ce qui compte, je pense, c'est le boulot, le leadership, la vision... Et est-ce qu'on a envie de faire? C'est quelque chose qui nous attire. Après viennent les autres choses du package, des benefits, où est le bureau, etc. Mais nous, on fait en sorte que une fois que la personne a été attirée par la mission et ce qu'on veut faire, etc., et de pouvoir mettre l'espèce de cherry on the cake et de se dire, OK, mais en plus, on a ça. Alors là, cela dit, le côté hybride, c'est primordial. Moi, je n'aurais pas accepté ce poste si je ne pouvais pas travailler aux États-Unis de temps en temps ou d'autres endroits dans le monde. Je trouve que c'est primordial d'être flexible. Et je disais tout à l'heure, on ne veut pas forcer les gens de revenir au bureau, mais on veut qu'ils viennent naturellement parce qu'ils se trouvent,
ils ont des expériences qui ne se trouvent pas ailleurs. Et c'est exactement ça. Et c'est plus facile et plus sympa. Et c'est en quelque sorte un investissement de créer la séduction et de dire, en fait, je vous donne des raisons pour venir et je n'ai pas besoin de vous forcer de venir au bureau. Au début, ça coûte plus en CAPEX ou en investissement, mais je pense que le retour sur l'investissement peut être potentiellement très intéressant parce que quand on recrute mieux, même dans le quotidien, on fait venir des gens, on avance plus vite, on a plus d'échanges, interactions entre les gens. En fait, c'est des choses qui se mesurent un peu plus difficilement, mais on peut le vivre dans la réalité. Oui. Et donc, c'est ça où on peut créer la différence avec un immeuble, avec des aménagements, avec des expériences qu'on crée. Oui. Et en fin de compte, aller au bureau, donc c'est le trajet, mais c'est aussi passer 8 heures quelque part dans un immeuble. Oui. Et donc ça peut être agréable. Agréable, exactement. Oui. Voilà. Parce que pourquoi est-ce qu'on irait alors les configurations des gens chez eux sont diverses et variées. On essaie justement de prendre tout ça en considération. Les personnes qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants, les espaces et les mètres carrés en Paris sont chers, donc il y a forcément des grands espaces, et des gens qui ont des jardins. Enfin bref, il y a différentes configurations et on essaie de fournir à chacun ce qu'il a besoin pour que chaque expérience individuelle dans ton environnement à toi fonctionne avec l'infrastructure qu'on a créée, les expériences qu'on a créées, ainsi de suite, et que ça puisse répondre au maximum, de se dire la flexibilité qu'offre le travail, de se dire rendez-vous le matin, je dépose les enfants, hop, j'ai mon vélo, je passe au bureau, je file à la salle de sport parce que voilà, je sors, je prends un café, j'ai un rendez-vous, et on veut juste être un dispositif qui te permet d'être efficace dans ton travail et d'être heureux dans ton travail. Le but, c'est de la joie. C'est que quand les gens viennent au bureau, on veut voir les sourires, on veut qu'ils parlent de ça à leurs amis, etc. On dit, mais au bureau chez nous, c'est génial. Il y a ça, il y a ça. Et puis les collègues sont super cool. Et puis on fait des choses. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir offrir tout ça, de se dire, ok, il y a des apéros, des choses comme ça, des soirées, peu importe, c'est des trucs classiques, mais d'aller pousser les choses un peu plus loin. Mais c'est aussi la liberté de travailler comme on veut, parce qu'on est tous différents. Donc, c'est surtout donner le choix aux collaborateurs. Merci beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant et bonne chance pour votre projet. On a hâte de voir ce que ça donne. On dira comment ça se passe à tout le monde. Merci beaucoup en tout cas. Merci.